La pluie martelait les vitres du café Saint-Michel, comme si le ciel tout entier avait décidé de se déverser sur Paris ce soir de novembre 2024. Élise Moreau essuyait machinalement le comptoir en marbre, observant les gouttes qui glissaient le long des grandes fenêtres donnant sur la Seine. À 28 ans, elle connaissait chaque recoin de cet établissement centenaire du 7e arrondissement, chaque tache sur le plancher de bois, chaque éraflure sur les chaises en velours bordeaux. Le café était bondé ce soir-là, refuge improvisé pour une clientèle inhabituelle. 10 hommes et femmes en costume sur mesure occupèrent les meilleures tables, venus assister à une conférence économique dans le palace voisin. Élise reconnaissait certains visages aperçus dans les journaux financiers que son patron laissait traîner. Des industriels, des investisseurs, des personnalités du monde des affaires, le genre de personnes qui ne remarquaient jamais les serveuses. Elle déposa une tasse de café fumant devant un homme aux tempes grises qui tapotait frénétiquement sur son téléphone. Il ne leva même pas les yeux. Élise avait l'habitude, depuis qu'elle avait quitté son village de Normandie 5 ans plus tôt. Elle était devenue invisible dans cette ville immense, une ombre qui apportait des croissants et versait du vin, une présence qu'on ne voyait vraiment que lorsqu'elle tardait à remplir une tasse. Un grondement sourd fit trembler les tasses dans leur soucoupe. Plusieurs clients levèrent la tête, inquiets. La pluie redoublait d'intensité, transformant la rue en rivière boueuse. Élise jeta un coup d'œil par la fenêtre et fronça les sourcils. Le niveau de l'eau montait anormalement vite. La Seine débordait régulièrement, mais jamais avec cette violence. Les alertes météo du matin avaient pourtant été claires. Risque d'inondation exceptionnelle dans plusieurs arrondissements. Son patron, M. Duchamp, un quinquagénaire bedonnant qui passait plus de temps dans son bureau qu'en salle, émergea de l'arrière-boutique en s'essuyant les mains sur son tablier taché. Il observa la rue d'un air préoccupé, avant de hausser les épaules et de retourner à ses comptes. Pour lui, tant que les clients payaient, le reste importait peu. Élise continua son service, slalomant entre les tables avec l'agilité acquise au fil des années. Une femme blonde en tailleur Chanel commanda une tisane. Un homme chauve demanda l'addition d'un ton sec. Elle notait mentalement chaque demande, souriait poliment, s'effaçait. C'était devenu une seconde nature. Soudain, un craquement sinistre déchira l'atmosphère. Le bâtiment trembla. Des cris fusèrent. Par la fenêtre, Élise vit le mur de soutènement du quai céder sous la pression de l'eau. Une vague énorme déferla dans la rue, arrachant les voitures garées, emportant les poubelles et les panneaux de signalisation. L'eau bouillonnante se dirigeait droit vers le café. Le temps sembla se figer. Les clients fortunés se levèrent d'un bond, leurs visages livides trahissant une peur que l'argent ne pouvait apaiser. Certains se précipitèrent vers la sortie principale, mais Élise savait qu'ils n'auraient jamais le temps. Elle avait grandi près de l'eau, connaissait sa force, sa rapidité. Dans quelques secondes, le rez-de-chaussée serait submergé. Son esprit s'emballa. Le café possédait une particularité que peu de gens connaissaient. Un escalier de service menant directement à l'ancien grenier aménagé, vestige de l'époque où le bâtiment abritait un atelier de couture. Elle y montait parfois pendant sa pause, admirant la vue sur les toits de Paris. Le grenier se trouvait assez haut pour échapper à la montée des eaux, du moins temporairement. Sans réfléchir, Élise cria de toutes ses forces, sa voix perçant le brouhaha de panique. Elle ne criait jamais. Les clients se tournèrent vers elle, surpris qu'une simple serveuse ose élever la voix. Elle désigna l'escalier étroit dissimulé derrière le comptoir, celui que seul le personnel utilisait. L'eau déferlait maintenant contre la porte d'entrée, qui commençait à céder. M. Duchamp sortit en trombe de son bureau, les yeux écarquillés. Élise attrapa le bras de la femme blonde la plus proche et la poussa vers l'escalier. Les autres suivirent, abandonnant leur téléphone et leurs attachés-cases dans leur fuite désespérée. La porte céda dans un fracas épouvantable. L'eau froide et boueuse envahit la salle, renversant tables et chaises. Élise comptait mentalement les personnes qui montèrent l'escalier. 1, 2 et 3, 4. Elle voyait M. Duchamp patauger vers elle, le visage déformé par la terreur. 5, 6, 7. Un homme âgé trébuchait. Elle le rattrapa par le coude et le poussa vers la montée. 8, 9. Le dernier, l'homme aux tempes grises qui tapotait sur son téléphone, restait pétrifié au milieu de la salle, l'eau déjà à mi-mollet. Élise se précipita vers lui, sentant le courant glacé tirer sur ses jambes. Elle le secoua rudement, criant pour couvrir le rugissement de l'eau. Il cligna des yeux comme s'il émergeait d'un rêve et se mit enfin à courir. Élise le suivit, l'eau lui montant maintenant jusqu'aux genoux. Ses pieds glissaient sur le sol.
Elle agrippa la rampe de l'escalier juste au moment où une chaise flottante la heurtait violemment dans le dos. La douleur explosa dans ses côtes, mais elle serra les dents et se hissa marche après marche. En haut, dans le grenier poussiéreux encombré de cartons et de vieux meubles, 10 personnes haletaient, trempées et choquées. Monsieur Duchamp pleurait dans un coin. La femme blonde tremblait de tous ses membres. L'homme aux tempes grises fixait Élise avec une expression indéchiffrable. Elle ferma la trappe de l'escalier au moment où l'eau atteignait les premières marches. Le silence retomba, troublé seulement par les respirations saccadées et le martèlement de la pluie sur le toit. Élise s'adossa au mur, le cœur battant à tout rompre, réalisant lentement ce qui venait de se passer. Elle venait de sauver 10 milliardaires, et elle ne connaissait même pas leur nom. Les heures s'étirèrent dans le grenier exigu. L'eau continuait de monter, léchant les marches supérieures de l'escalier avant de se stabiliser enfin, à quelques centimètres seulement de la trappe. Dehors, les sirènes des pompiers et des ambulances percèrent la nuit, mêlées aux cris des riverains évacués. Paris vivait sa pire inondation depuis des décennies. Élise avait trouvé quelques vieilles couvertures poussiéreuses dans un carton et les avait distribuées aux rescapés grelottants. Elle-même portait encore son uniforme noir trempé, ses cheveux châtains collés sur son front, mais le froid ne semblait pas la toucher. L'adrénaline circulait encore dans ses veines. Elle s'était assise près de la lucarne, observant les lumières des bateaux de secours qui sillonnaient les rues, transformés en canaux. Les 10 personnes qu'elle avait sauvées commençaient à reprendre leurs esprits. L'homme aux tempes grises, qui s'était présenté comme Philippe Marchand, dirigeait un empire de distribution internationale. La femme blonde en tailleur Chanel se nommait Isabelle Dufour, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Il y avait aussi Thomas Bernardi, magnat de l'immobilier, Catherine Rousseau, héritière d'une fortune pharmaceutique, et d'autres noms qu'Élise avait vaguement entendus dans les actualités économiques. Monsieur Duchamp, recroquevillé dans un coin, murmurait des prières. Lui n'était pas milliardaire. Juste un petit patron de café qui venait de voir son commerce englouti. Élise ressentit une vague de compassion pour cet homme, qu'il avait pourtant si souvent traité avec indifférence. Philippe Marchand s'approcha d'elle. Dans la pénombre du grenier, éclairé seulement par la lumière blafarde des lampadaires extérieurs qui fonctionnaient encore, son visage paraissait différent, plus humain. La peur avait effacé cette assurance arrogante que donnait l'argent. Il s'assit à côté d'elle sans demander la permission, un geste qui aurait été impensable quelques heures plus tôt. Les barrières sociales s'étaient effondrées aussi sûrement que le mur de soutènement du quai. « Vous nous avez sauvé la vie », dit-il simplement. « Comment vous appelez-vous »« Élise Moreau », répondit-elle en serrant la couverture autour de ses épaules. « Vous êtes de Paris ?»« Non, de Normandie. Un petit village près de Honfleur. » Philippe hocha la tête. « Vous avez réagi avec un sang-froid remarquable. La plupart des gens auraient paniqué. » Élise haussa les épaules. « J'ai grandi près de l'eau. Mon grand-père était pêcheur. Il m'a appris à respecter les courants, à comprendre leur force. Quand j'ai vu le mur céder, j'ai su qu'on avait quelques secondes tout au plus. » Isabelle Dufour s'était rapprochée pour écouter. Son maquillage impeccable avait coulé, révélant une femme d'une quarantaine d'années aux traits tirés par le stress. « Vous travaillez ici depuis longtemps » demanda-t-elle. « 5 ans. Je suis arrivée à Paris avec 300 € en poche et un diplôme d'hôtellerie qui n'intéressait personne. Monsieur Duchamp m'a embauchée comme plongeuse. J'ai grimpé les échelons jusqu'à serveuse. C'est tout, dit Thomas Bernardi qui les avait rejoints. Vous n'avez pas d'autres ambitions. Le ton n'était pas méprisant, juste curieux. Élise le regarda droit dans les yeux. Bien sûr que j'ai des ambitions. Je voudrais ouvrir mon propre restaurant un jour. Un endroit simple et chaleureux qui servirait la vraie cuisine normande. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et avec un salaire de serveuse à Paris, je mets de côté environ 200 € par mois après avoir payé mon studio de 15 mètres carrés dans le 19e arrondissement. Un silence pesant suivit ces paroles. Ces gens dépensaient probablement 200 € pour un seul repas sans y réfléchir à 2 fois. Pour eux, l'argent était abstrait, des chiffres sur un écran. Pour Élise, c'était chaque kilowatt d'électricité économisé, chaque trajet en métro au lieu de taxi, chaque repas préparé avec des ingrédients en promotion. Catherine Rousseau, qui n'avait encore rien dit, prit enfin la parole. Sa voix était douce, presque fragile. « Vous avez risqué votre vie pour nous. Vous auriez pu monter directement et nous laisser nous débrouiller. L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. » Avoua Élise. « C'est précisément ce qui vous rend exceptionnel, » murmura Catherine. Les heures continuèrent de s'écouler. Les pompiers finirent par les évacuer au petit matin.
les faisant descendre un par un dans un canot pneumatique. L'eau avait commencé à baisser, mais le quartier était méconnaissable. Des débris flottaient partout. Des voitures retournées gisaient sur le flanc. Le café Saint-Michel n'était plus qu'une coquille vide remplie de boue. Monsieur Duchamp pleura en voyant les dégâts. Tout était détruit. Les machines à café importées d'Italie, le comptoir en marbre centenaire, les tables antiques héritées du précédent propriétaire. Ruiné. Le mot résonna dans l'esprit d'Élise. Son patron était ruiné et elle se retrouvait sans emploi. Les milliardaires furent conduits vers l'hôtel Georges V, miraculeusement épargné par l'inondation. Avant de partir, Philippe Marchand se retourna vers Élise qui restait sur le trottoir, son sac à dos trempé contenant tout ce qu'elle possédait au café. « Nous n'oublierons pas ce que vous avez fait », dit-il gravement. Elle hocha la tête fatiguée. C'était le genre de promesse que les gens riches faisaient dans le feu de l'action, et oubliaient dès que la vie normale reprenait. Elle ne leur en voulait pas. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Élise rentra dans son studio en métro, les lignes ayant miraculeusement repris du service. Elle se doucha longuement, laissant l'eau chaude emporter la boue et l'épuisement. Puis elle s'effondra sur son lit étroit et sombra dans un sommeil sans rêve. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Élise ouvrit la porte en bâillant, les yeux encore gonflés de sommeil. Un homme en costume sombre se tenait dans le couloir étroit de son immeuble, tenant une mallette en cuir et arborant l'expression neutre des professionnels habitués aux situations délicates. Derrière lui, 2 autres personnes en tenue formelle patientaient. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» dit l'homme avec un léger accent parisien. « Je suis maître Lefebvre, notaire. Mes clients souhaiteraient vous voir ce matin pour une affaire urgente. » Élise cligna des yeux désorientés. « Vos clients. De qui parlez-vous ?»« Les personnes que vous avez sauvées hier soir lors de l'inondation. Elles m'ont chargé de vous conduire à une adresse dans le 16e arrondissement. Si vous voulez bien vous préparer, nous vous attendrons. » Il était 9 heures du matin. Élise avait dormi à peine 4 heures. Son corps protestait, ses muscles endoloris par les événements de la veille. Mais la curiosité l'emporta. Elle enfila un jean propre et un pull simple, brossa rapidement ses cheveux et suivit le notaire jusqu'à une Mercedes noire garée devant l'immeuble. Le trajet traversa Paris encore marqué par la catastrophe. Les équipes de nettoyage s'affairaient dans les rues, pompant l'eau stagnante, évacuant les débris. Les informations à la radio parlaient de milliards d'euros de dégâts, de centaines de familles sinistrées, d'un bilan qui s'alourdissait d'heure en heure. La voiture s'arrêta devant un immeuble haussmannien majestueux de l'avenue Foch. Élise reconnut immédiatement le quartier, celui des grandes fortunes, des ambassades et des résidences de luxe. Elle n'y avait jamais mis les pieds autrement qu'en passant rapidement en bus. Le notaire la guida à travers un hall de marbre jusqu'à un ascenseur aux portes dorées. Ils montèrent au dernier étage où s'ouvrait un appartement immense baigné de lumière. Les 10 personnes qu'elle avait sauvées l'attendaient dans un salon aux dimensions impressionnantes, assis sur des canapés en cuir blanc. Tous étaient changés, portèrent des vêtements secs et impeccables, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve. Philippe Marchand se leva le premier. « Élise, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'installa sur le bord d'un fauteuil, mal à l'aise dans cet environnement luxueux. Son jean délavé et son pull basique détonnaient cruellement avec le décor. Isabelle Dufour prit la parole, sa voix plus assurée que la veille. « Nous avons longuement discuté cette nuit. Aucun de nous n'arrivait à dormir après ce qui s'est passé. Nous sommes tous d'accord sur un point. Vous nous avez sauvé la vie sans hésiter, sans rien attendre en retour. C'est une dette que nous ne pouvons ignorer. » « Ce n'était rien, » protesta Élise. « N'importe qui aurait fait la même chose. » Thomas Bernardi secoua la tête. « Non, justement. La plupart des gens auraient pensé à leur propre survie d'abord. Vous avez risqué votre vie pour des inconnus. Des inconnus qui, soyons honnêtes, ne vous ont probablement jamais accordé un regard durant votre service. » Le silence qui suivit était chargé d'une gêne palpable. C'était la vérité, et ils le savaient tous. Catherine Rousseau se pencha en avant. « Nous voulons vous remercier de manière concrète. Nous avons mis nos ressources en commun pour vous offrir quelque chose qui pourrait changer votre vie. » Maître Lefebvre ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents. Il les posa sur la table basse en verre devant Élise. Ce sont les actes de propriété d'un manoir situé en Normandie, à environ 40 km de Honfleur. Le domaine comprend la résidence principale de 800 mètres carrés, plusieurs dépendances, un parc de 3 hectares et un verger. Élise sentit son cœur s'emballer. Un manoir. Il lui offrait un manoir. C'était absurde, impossible, trop énorme pour être réel. Je ne peux pas accepter.
balbutia-t-elle. C'est trop, beaucoup trop. Philippe se pencha vers elle. Élise, nous sommes 10. Nous avons les moyens de vous offrir bien plus qu'un simple manoir. Pour nous, c'est un geste symbolique. Pour vous, c'est peut-être l'opportunité de réaliser vos rêves. Vous nous avez parlé hier soir de votre projet de restaurant. Ce manoir pourrait devenir cet endroit chaleureux dont vous rêviez. Le notaire continua sur un ton professionnel. La propriété nécessite certes des rénovations, mais la structure est saine. Elle appartient à la famille Marchand depuis 3 générations et était louée jusqu'à récemment. Les précédents locataires sont partis il y a 6 mois. Monsieur Marchand a proposé de la céder pour ce projet, et ses associés ont accepté de financer les premières rénovations essentielles. Isabelle ajouta avec un sourire. Nous avons également constitué un fonds pour couvrir les frais initiaux de votre entreprise. Pas une fortune, mais assez pour démarrer dans de bonnes conditions. Le reste dépendra de vous et de votre talent. Élise les regarda un par un, cherchant le piège, la condition cachée. Mais elle ne voyait que de la sincérité dans leurs yeux. Ces gens qui hier encore l'ignoraient voulaient réellement l'aider. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi faire tout ça pour moi ?» Catherine répondit, les yeux brillants. « Parce que hier soir, nous avons touché le fond, littéralement. Et dans ce moment de terreur absolue, la seule personne qui a gardé son sang-froid était celle que nous considérions comme insignifiante. Vous nous avez rappelé ce qui compte vraiment. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais le courage et l'humanité. C'est une leçon qui vaut bien plus qu'un manoir. » Thomas hocha la tête. « Et soyons francs, nous avons tous besoin de racheter notre conscience. Combien de fois sommes-nous passés devant des gens qui avaient besoin d'aide sans lever le petit doigt? Vous nous offrez une chance de faire quelque chose de bien pour une fois. » Élise sentit les larmes monter. Toute sa vie, elle avait travaillé dur sans jamais rien attendre. Elle avait accepté l'invisibilité comme une fatalité. Et maintenant, ces 10 personnes lui tendèrent les clés d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle. « Dites oui », sourit Philippe, « et invitez-nous à l'ouverture de votre restaurant. » 2 semaines plus tard, Élise se tenait devant le manoir pour la première fois. Le trajet en train jusqu'en Normandie lui avait semblé irréel, comme si elle voyageait vers une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Elle avait serré contre elle l'enveloppe contenant les documents légaux, craignant à chaque instant que quelqu'un ne lui arrache ce rêve fragile. La propriété dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Le manoir de pierre blonde se dressait au bout d'une allée bordée de tilleuls centenaires, ses façades ornées de volets bleus patinés par le temps. Les tuiles d'ardoise du toit luisaient sous le soleil d'automne. Autour, le parc s'étendait à perte de vue, parsemé de chênes majestueux et de massifs de fleurs sauvages. Au loin, elle apercevait le verger promis, ses pommiers aux branches nues attendant le printemps. Élise poussa la lourde porte d'entrée en chêne massif. L'intérieur sentait le renfermé et la poussière, mais l'architecture coupait le souffle. Un escalier en pierre s'élevait vers les étages, encadré par des boiseries sculptées. Les plafonds hauts révélaient des poutres apparentes, et les grandes fenêtres inondaient les pièces d'une lumière dorée. Certes, les murs avaient besoin d'être repeints, le parquet nécessitait un ponçage, et l'électricité devait être aux normes d'un autre siècle. Mais la structure était magnifique. Elle passa des heures à explorer chaque recoin. La cuisine, immense avec sa cheminée d'origine, pourrait accueillir une brigade entière. Le grand salon avec ses 3 fenêtres donnant sur le parc ferait une salle de restaurant parfaite. Les chambres à l'étage pourraient être transformées en suites pour des clients souhaitant prolonger leur séjour. Les dépendances abriteraient les réserves, peut-être même un fumoir artisanal pour les viandes et les poissons. Son téléphone sonna, l'attirant de ses rêveries. C'était Isabelle Dufour. « Alors, qu'en pensez-vous ? C'est magnifique, » répondit Élise, la voix tremblante d'émotion. « Mais je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de travail. » Justement, j'ai pris la liberté de contacter un architecte d'intérieur spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques. Il peut venir dès demain si vous êtes d'accord. Et Thomas connaît une excellente entreprise de construction qui pourra s'occuper de la mise aux normes. Élise protesta faiblement. « Vous en faites déjà tellement. Je ne veux pas abuser. » « Vous ne comprenez pas, » dit doucement Isabelle. « Nous voulons faire ça. Laissez-nous vous aider. Considérez-nous comme vos associés silencieux.
Nous investissons dans votre projet parce que nous croyons en vous. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. L'architecte, un homme passionné nommé Julien Mercier, partagea immédiatement la vision d'Élise. Ensemble, ils dessinèrent les plans de transformation. La grande cuisine serait modernisée tout en conservant son caractère authentique. La salle à manger accueillerait 40 couverts dans une ambiance chaleureuse, mêlant pierres apparentes et mobilier contemporain. Les chambres deviendraient 5 suites confortables pour une clientèle recherchant le calme de la campagne normande. Les artisans débarquèrent début décembre. Élise avait quitté son studio parisien, n'emportant que l'essentiel, et s'était installée dans l'une des dépendances déjà habitables. Chaque matin, elle se réveillait face au parc embrumé et devait se pincer pour croire que cette vie était vraiment la sienne. Philippe Marchand lui rendait visite régulièrement, prétextant vérifier l'avancement des travaux, mais manifestement intéressé par le projet lui-même. Un samedi après-midi, il arriva avec Catherine Rousseau. Ils apportaient des caisses de vin soigneusement sélectionnées pour constituer la cave du futur restaurant. « Vous savez, » dit Philippe en observant les ouvriers travailler, « je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce manoir. Il faisait partie du patrimoine familial, un bien immobilier parmi tant d'autres. Mais vous lui redonnez vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Catherine ajouta, contemplant le verger. « Mon grand-père était pharmacien dans un petit village. Avant que l'entreprise ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, nous étions une famille simple. J'avais oublié cette époque jusqu'à cette nuit dans le grenier. Vous me l'avez rappelé. » Élise comprit alors quelque chose d'essentiel. Ces milliardaires n'avaient pas seulement été sauvés d'une inondation. Ils avaient été sauvés d'eux-mêmes, de cette bulle dorée qui les isolait du reste du monde. Elle leur offrait une connexion avec une réalité qu'ils avaient perdue. Les mois d'hiver s'écoulèrent dans un balai de transformation. Les murs, repeints en ton chaud, révélèrent la beauté des pierres anciennes. Le parquet poncé et vitrifié brillait comme un miroir. La cuisine professionnelle installée mêlait inox moderne et charme rustique. Élise supervisa chaque détail, guidée par les conseils de Julien mais suivant son instinct de ce que devait être son restaurant. Elle recruta aussi son équipe. D'abord Marc, un jeune chef sorti d'une école hôtelière prestigieuse mais lassé du stress des cuisines parisiennes. Puis Sophie, une sommelière talentueuse à la recherche d'un projet authentique. Ensuite, Claire et Antoine, un couple de serveurs expérimentés qui rêvaient de quitter la capitale. Chacun apportait son expertise tout en partageant la vision d'Élise, créer un lieu où la gastronomie normande rencontrait l'excellence dans une atmosphère détendue. En mars, les travaux touchaient à leur fin. Le manoir avait retrouvé sa splendeur tout en s'adaptant aux exigences d'un établissement moderne. Les 10 bienfaiteurs d'Élise vinrent ensemble pour une visite privée avant l'ouverture officielle. Ils marchèrent dans les pièces transformées, admirant le résultat de leur investissement. Thomas Bernardi, habituellement si pragmatique, essuya discrètement une larme. « J'ai construit des dizaines d'immeubles dans ma carrière, mais aucun ne m'a jamais ému comme cet endroit. » Élise les guida vers la terrasse fraîchement aménagée donnant sur le parc. Le printemps éclatait partout. Les pommiers bourgeonnaient, promettant une récolte généreuse. Les jonquilles parsemaient la pelouse de touches dorées, et au centre de cette beauté, le manoir se dressait fièrement, prêt à accueillir sa nouvelle vie. « Il reste une dernière chose, » dit Élise avec un sourire nerveux. « Le nom du restaurant. J'ai beaucoup réfléchi et je voudrais l'appeler Le Grenier, en souvenir de cette nuit qui a tout changé. » Les 10 approuvèrent unanimement. C'était parfait. Un nom qui portait en lui toute leur histoire commune. L'ouverture du grenier fut fixée au premier samedi d'avril 2025. Élise avait passé des nuits blanches à peaufiner chaque détail. Le menu reflétait son amour pour la Normandie. Moules de bouchot au cidre, canards rôtis aux pommes caramélisées, tartes fines au camembert et poires, millefeuilles au calvados. Des plats simples mais exécutés avec une précision qui révélait le talent de Marc et sa propre passion pour les produits locaux. Elle avait parcouru la région pendant des semaines pour sélectionner ses fournisseurs. Le fromager de camembert qui travaillait selon les méthodes ancestrales. Le producteur de cidre artisanal dont les vergers jouxtaient des abbayes médiévales. Le poissonnier de Honfleur qui sortait en mer chaque matin. Chaque ingrédient racontait une histoire, celle d'un terroir préservé et de savoir-faire transmis de génération en génération.
Le jour de l'ouverture, Élise se leva avant l'aube. Elle parcourut une dernière fois chaque pièce, vérifiant l'alignement des couverts, l'éclat des verres, la fraîcheur des bouquets de fleurs champêtres disposés sur chaque table. Tout devait être parfait, non pas par snobisme, mais par respect pour ceux qui avaient cru en elle et pour tous les clients qui franchiraient bientôt la porte. Les 10 bienfaiteurs arrivèrent en début d'après-midi, accompagnés de leurs conjoints et de quelques proches. Philippe Marchand avait insisté pour réserver la salle entière ce soir-là, transformant l'ouverture en événement privé. Élise avait d'abord protesté, voulant une vraie soirée avec de vrais clients, mais il avait argumenté avec raison que cette première soirée permettrait à l'équipe de s'ajuster sans la pression d'un service complet. Isabelle Dufour arriva dans une robe élégante mais simple, loin du tailleur austère qu'elle portait lors de leur première rencontre. Elle embrassa Élise chaleureusement. « Je suis si fière de vous. Ce lieu est exactement ce que vous aviez décrit dans ce grenier. » Thomas Bernardi et sa femme admirèrent la décoration, notant comment Julien avait su préserver l'âme du bâtiment tout en y insufflant une modernité discrète. Catherine Rousseau s'extasia devant les bouquets de fleurs sauvages. Même M. Duchamp était présent, invité par Élise malgré tout. Son café était en cours de reconstruction avec l'aide d'une assurance, et il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Le service commença à 19h précise. Sophie guida les invités vers leur table avec une grâce naturelle, expliquant la carte des vins avec passion. Claire et Antoine virevoltaient entre les tables, attentifs sans être envahissants. Dans la cuisine, Marc orchestrait sa brigade avec une précision millimétrée, chaque assiette devenant une petite œuvre d'art. Élise circulait entre la cuisine et la salle, supervisant tout en s'efforçant de paraître détendue. Son cœur battait à tout rompre. C'était son rêve qui prenait vie sous ses yeux, mais aussi une responsabilité écrasante. Ces gens avaient investi en elle. Elle ne pouvait pas les décevoir. Le premier plat sortit, des Saint-Jacques juste saisis sur un lit de purée de céleri rave, accompagné d'une émulsion au beurre noisette. Le silence qui suivit les premières bouchées fut éloquent, puis les compliments fusèrent. Philippe ferma les yeux en savourant, un sourire béat sur le visage. Entre les plats, Élise s'assit quelques minutes à leur table. Il voulait savoir comment elle vivait cette transformation radicale de sa vie. Elle leur raconta ses doutes, ses insomnies, ces moments de panique où elle se demandait si elle n'avait pas rêvé trop grand. « Vous savez ce qui est étrange ?» confia-t-elle. « J'ai passé 5 ans à Paris à me sentir invisible. Et maintenant, je suis propriétaire d'un restaurant dans un manoir normand. Parfois je me réveille la nuit en pensant que tout va s'écrouler, que je vais me retrouver à laver des assiettes dans une cuisine exiguë. » Catherine posa sa main sur la sienne. « C'est le syndrome de l'imposteur. Je le connais bien. Même avec tout l'argent de ma famille, j'ai longtemps pensé que je ne méritais pas ma place dans l'entreprise. Mais regardez ce que vous avez créé ici. Ce n'est pas de la chance. C'est du talent et du travail acharné. » Le repas se poursuivit dans une atmosphère de plus en plus détendue. Le canard rôti fut acclamé. Le millefeuille provoqua des exclamations ravies. Sophie avait parfaitement accordé les vins, sublimant chaque plat. Vers 23 heures, alors que le service touchait à sa fin, Philippe se leva et demanda l'attention de tous. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-il en levant son verre. « Il y a 6 mois, nous avons frôlé la mort dans une inondation catastrophique. Cette nuit-là, une jeune femme courageuse nous a sauvés sans rien attendre en retour. Nous avons voulu la remercier en lui offrant ce manoir. Mais en réalité, c'est elle qui nous a offert bien plus. Elle nous a rappelé ce que signifie avoir un rêve et se battre pour le réaliser. Elle nous a montré que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère. » Il se tourna vers Élise, les yeux brillants. « À vous, Élise Moreau. Merci de nous avoir sauvés 2 fois. Une fois de l'eau et une fois de nous-mêmes. » Tous levèrent leurs verres. Élise sentit les larmes couler sur ses joues. Elle avait traversé tant d'épreuves pour arriver jusqu'ici. Les années de pauvreté à Paris, les remarques méprisantes, l'impression constante d'être transparente. Et maintenant, elle était entourée de personnes qui la voyaient vraiment, qui croyaient en elle. La soirée se termina tard dans la nuit. Les invités partirent un par un, certains ayant réservé des chambres dans des hôtels voisins, d'autres rentrant à Paris. Philippe fut le dernier à partir. Il serra longuement la main d'Élise sur le perron. « Ce n'est que le début, dit-il avec conviction. Ce restaurant va devenir une référence. J'en suis certain. » Seule dans le manoir silencieux, Élise fit le tour des pièces. L'équipe avait tout nettoyé avec soin.
Les tables étaient déjà dressées pour le lendemain, prêtes à accueillir les premiers vrais clients. Elle s'assit sur la terrasse, contemplant le parc baigné par la lumière de la lune. 1 an plus tôt, elle servait des cafés dans un établissement où personne ne connaissait son nom. Aujourd'hui, elle était chef d'entreprise, employeuse, créatrice d'un lieu qui portait son empreinte. La vie pouvait basculer en un instant. Elle l'avait appris dans ce grenier poussiéreux, mais elle avait aussi appris que le courage et la persévérance pouvaient transformer ces basculements en opportunités extraordinaires. Les premiers mois d'exploitation du grenier dépassèrent toutes les espérances. Le bouche à oreille fonctionna à merveille. Les 10 bienfaiteurs d'Élise, bien que discrets, avaient mentionné le restaurant dans leur cercle. Des journalistes gastronomiques commencèrent à affluer, attirés par l'histoire peu commune de cette ancienne serveuse devenue propriétaire d'un établissement remarquable. En juin, un critique renommé du guide Michelin réserva sous un faux nom. Élise le reconnut dès son arrivée grâce à une photo vue dans un magazine professionnel, mais elle fit comme si de rien n'était. Marc prépara chaque plat avec son perfectionnisme habituel, ignorant l'identité du client. Le critique repartit sans un mot comme à son habitude. 3 semaines plus tard, l'article parut. Des éloges dithyrambiques sur la cuisine authentique mais raffinée, l'accueil chaleureux, l'atmosphère unique du lieu. Le critique évoquait une expérience qui alliait excellence gastronomique et authenticité rare dans le monde souvent guindé de la haute restauration. Il concluait en prédisant qu'Élise Moreau était un nom à suivre. Les réservations explosèrent. Le téléphone sonnait sans arrêt. Élise dut engager une personne dédiée pour gérer l'agenda. Certains clients réservaient le 3 mois à l'avance. Des Parisiens faisaient le déplacement spécialement, transformant leur repas en escapade normande. Des touristes étrangers ajoutaient le grenier à leur circuit de découverte de la France. Mais le succès apportait aussi son lot de défis. L'équipe était débordée. Marc montrait des signes d'épuisement. Sophie jonglait entre la cave et le service. Claire et Antoine travaillaient 6 jours sur 7. Élise elle-même dormait à peine, partagée entre la cuisine, la gestion administrative et l'accueil des clients. Un soir de juillet, après un service particulièrement intense, elle s'effondra sur une chaise de la cuisine déserte. Marc la trouva ainsi, la tête entre les mains. Il s'assit à côté d'elle sans un mot, 2 bières fraîches à la main. « On ne peut pas continuer comme ça », dit-il simplement. « On va tous craquer. »« Je sais, » soupira Élise, « mais je ne veux pas décevoir les clients, ni vous, ni tous ceux qui ont cru en moi. » Marc but une gorgée de bière. « Élise, ton restaurant marche parce qu'il est authentique. Si on perd ça en courant après le succès, on perd tout. Il faut qu'on réduise les services ou qu'on agrandisse l'équipe. Ou les deux. » Elle savait qu'il avait raison. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion avec toute l'équipe. Ensemble, ils décidèrent de fermer le lundi et le mardi, permettant à chacun de souffler. Élise recruta aussi 2 cuisiniers supplémentaires et un serveur. Elle refusa également de dépasser 40 couverts par service, même si elle aurait pu en accueillir davantage. Cette décision ne plut pas à tout le monde. Des clients mécontents se plaignirent de ne pas obtenir de réservation. Certains laissèrent des avis négatifs en ligne, reprochant au restaurant d'être devenu élitiste. Élise passa des nuits à douter de ses choix. Philippe Marchand, qui continuait de suivre de près l'évolution du grenier, vint la voir un après-midi. Ils marchèrent ensemble dans le verger, où les pommes commençaient à rougir. « Je vois que tu as pris des décisions difficiles, » dit-il. « J'ai peut-être fait une erreur. Les gens disent que je suis devenue prétentieuse, que j'oublie d'où je viens. » Philippe secoua la tête. « Tu protèges ce que tu as construit. C'est différent. J'ai passé ma vie à agrandir mon entreprise, à accepter tous les contrats, à vouloir être partout. Et tu sais ce que j'ai obtenu? Du stress, un infarctus à 52 ans et des relations détruites. Tu es plus sage que je ne l'étais. » Il s'arrêta devant un pommier chargé de fruits. « Cette nuit dans le grenier m'a changé. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu vraiment peur. Peur de mourir sans avoir vraiment vécu. Depuis, j'ai délégué une partie de mes responsabilités. Je passe plus de temps avec ma famille. Je viens ici régulièrement. Pas pour vérifier ton travail, mais parce que cet endroit me rappelle ce qui compte vraiment. » Élise réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette transformation. Les 10 personnes qu'elle avait sauvées portaient aussi les cicatrices de cette nuit. Isabelle avait lancé un programme de formation pour les jeunes, issus de quartiers défavorisés. Thomas finançait des projets de logements sociaux de qualité. Catherine avait créé une fondation pour rendre les médicaments accessibles aux plus démunis. En août, M. Duchamp rouvrit son café. Il invita Élise à l'inauguration. L'établissement avait été entièrement rénové.
modernisé tout en conservant son charme. Son ancien patron la serra dans ses bras avec une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Je ne t'ai jamais vraiment vu quand tu travaillais pour moi, » avoua-t-il. « Tu étais juste la serveuse, mais ce soir-là, tu as été extraordinaire. Tu m'as sauvé la vie, et maintenant, regarde ce que tu es devenu. Je suis fier de toi. » Ces mots touchèrent Élise profondément. Elle comprit que la reconnaissance qu'elle cherchait n'avait jamais été dans le regard des clients fortunés qu'elle servait, mais dans le respect qu'elle portait à son propre travail et aux autres. L'été se termina dans une douce routine. Le grenier avait trouvé son rythme. L'équipe soudée travaillait dans une harmonie rare. Les clients repartaient enchantés, non seulement par la cuisine mais par l'atmosphère unique du lieu. Élise avait créé ce qu'elle avait toujours voulu. Un endroit où les gens se sentaient chez eux, où la gastronomie rimait avec authenticité. Un soir de septembre, alors que le soleil couchant dorait les murs du manoir, elle reçut un appel de Maître Lefebvre. Le guide Michelin venait d'annoncer sa nouvelle sélection. Le grenier recevait sa première étoile. À peine 6 mois après son ouverture, c'était presque inédit pour un nouvel établissement. Élise raccrocha, tremblante. Une étoile Michelin. Le rêve ultime de tout restaurateur. Elle sortit sur la terrasse où Marc fumait une cigarette en contemplant le parc. Quand elle lui annonça la nouvelle, il la souleva dans ses bras en criant de joie. L'équipe célébra tard dans la nuit, riant, pleurant, se remémorant le chemin parcouru depuis cette première soirée nerveuse en avril. Élise leva son verre vers le ciel étoilé de Normandie. Quelque part à Paris, 10 personnes qu'elle avait sauvées d'une inondation célébraient probablement aussi. Leur cadeau lui avait offert bien plus qu'un manoir. Il lui avait permis de se découvrir elle-même. Un an jour pour jour après l'inondation qui avait changé sa vie, Élise organisa une soirée spéciale au grenier. Elle avait invité les 10 personnes qui lui avaient offert cette opportunité extraordinaire, ainsi que toute son équipe. La date tombait un samedi de novembre, et le temps maussade rappelait étrangement celui de cette nuit fatidique. Le manoir brillait de 1000 feux. Des bougies illuminaient chaque fenêtre. Dans le parc, des guirlandes lumineuses serpentaient entre les arbres dénudés. La salle était décorée avec une élégance sobre. Des arrangements floraux automnaux ornant chaque table. Marc avait préparé un menu exceptionnel, revisitant les plats qui avaient fait la réputation du grenier tout au long de l'année. Les invités arrivèrent en début de soirée. Philippe Marchand et sa femme ouvrirent le cortège, suivi d'Isabelle Dufour accompagnée d'un homme élégant qu'elle présenta comme son nouveau compagnon. Thomas Bernardi, Catherine Rousseau et les 6 autres formaient un groupe uni par une expérience commune qui transcendait leurs différences sociales. Monsieur Duchamp était également présent, visiblement ému de retrouver ce lieu chargé de souvenirs. Son café tournait bien, et il avait embauché 3 employés qu'il traitait avec un respect nouveau. L'inondation lui avait aussi enseigné quelque chose sur la valeur des gens. Avant le dîner, Élise invita tout le monde à se rassembler dans le salon. Elle avait préparé quelques mots, mais face à ces visages bienveillants, l'émotion menaçait de la submerger. Elle prit une profonde inspiration. « Il y a 1 an, commença-t-elle d'une voix tremblante, j'étais une serveuse invisible dans un café parisien. Je servais des personnes qui ne me voyaient pas, qui ne connaissaient même pas mon prénom. Et puis une inondation est arrivée, et tout a changé. Pas seulement parce que vous m'avez offert ce manoir, mais parce que vous m'avez vu pour la première fois. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Cette année a été la plus intense de ma vie. J'ai connu le doute, l'épuisement, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai aussi découvert de quoi j'étais capable. Vous m'avez donné les moyens de réaliser mon rêve. Et je veux que vous sachiez que je n'oublie jamais d'où je viens, ni qui m'a aidé. » Philippe se leva, imitant son geste d'1 an plus tôt. « Élise, nous t'avons donné un manoir, c'est vrai, mais tu nous as donné tellement plus. Tu nous as montré ce que signifie avoir du courage, de l'humilité et de la détermination. Chacun de nous a changé depuis cette nuit. Nous sommes devenus de meilleures personnes grâce à toi. » Catherine ajouta les yeux brillants. « J'ai créé ma fondation en pensant à ce que tu as fait pour nous. Si tu as pu risquer ta vie pour des inconnus sans rien attendre, alors je pouvais certainement utiliser ma fortune pour aider ceux qui en ont besoin. Tu m'as inspiré. » Isabelle hocha la tête. « Mon programme de formation a déjà aidé 50 jeunes à trouver un emploi dans l'hôtellerie. Chaque fois que je vois l'un d'eux réussir, je pense à toi et à ton parcours. Tu prouves que le talent et le travail peuvent surmonter tous les obstacles. » Thomas prit la parole à son tour. « J'ai arrêté de construire uniquement pour les riches. Mes derniers projets sont des logements accessibles mais de qualité. Parce que tout le monde mérite un toit digne. Pas seulement ceux qui peuvent payer des prix exorbitants. Tu m'as rappelé ça.
Le dîner qui suivit fut mémorable. Mark s'était surpassé. Chaque plat racontait l'histoire du grenier, de ses débuts modestes à sa reconnaissance par le guide Michelin. Les conversations fusaient, mêlant rires et souvenirs. L'équipe du restaurant se mêlait naturellement aux milliardaires, les barrières sociales effacées par l'expérience partagée et le respect mutuel. Vers minuit, alors que le dessert était servi, Philippe se leva de nouveau. Il sortit une enveloppe de sa poche. « Élise, nous avons une dernière chose pour toi. Pas un cadeau cette fois, mais une proposition. » Il lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvrit les statuts d'une fondation nouvellement créée, la Fondation du Grenier. Son objectif était d'aider de jeunes talents issus de milieux modestes à réaliser leurs projets entrepreneuriaux dans la restauration et l'hôtellerie. « Nous voulons que tu en sois la présidente, » expliqua Isabelle. « Qui mieux que toi peut comprendre les obstacles que rencontrent ces jeunes? Tu seras leur modèle, leur inspiration, et nous financerons les projets que tu sélectionneras. » Élise resta sans voix. 1 an plus tôt, on lui offrait un manoir. Maintenant, on lui confiait les moyens d'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Le cercle était complet. Elle qui avait été sauvée pouvait désormais sauver à son tour. Les semaines suivantes furent consacrées à la mise en place de la fondation. Élise consacrait ses lundis et mardis, jours de fermeture du restaurant, à étudier les dossiers de candidature. Les histoires qu'elle lisait résonnaient en elle. Une jeune femme sénégalaise rêvant d'ouvrir un restaurant africain à Marseille. Un ancien détenu voulant se réinsérer par la pâtisserie. Un couple de réfugiés syriens souhaitant partager leur cuisine à Lyon. Le premier projet financé fut celui de Malika, 24 ans, ancienne employée de fast-food qui voulait créer un café solidaire dans une banlieue défavorisée. Élise la rencontra personnellement, reconnaissant dans ses yeux la même détermination qu'elle avait portée pendant des années. Elle lui accorda non seulement le financement mais aussi son mentorat. En février de l'année suivante, le café de Malika ouvrit ses portes. Élise assista à l'inauguration, émue aux larmes. Elle voyait son propre parcours se refléter dans cette jeune femme qui rayonnait de fierté. La boucle était bouclée. Sauvée par 10 milliardaires, elle sauvait maintenant d'autres rêves. Le grenier continuait de prospérer. Une 2e étoile Michelin fut annoncée en mars, confirmant l'excellence de l'établissement. Mais Élise restait fidèle à ses principes. Pas plus de 40 couverts par service, 2 jours de fermeture hebdomadaire, une équipe respectée et bien payée. Le succès ne l'avait pas changé. Par un après-midi de printemps, elle se promenait seule dans le verger en fleurs. Les pommiers explosaient de blanc et de rose, promettant une récolte généreuse. Elle s'arrêta sous l'arbre, où Philippe lui avait parlé l'été précédent. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit. Terrifiante dans un grenier poussiéreux, elle pensa à tous ces moments où elle s'était sentie invisible à Paris. À ses clients qui ne voyaient en elle qu'une ombre servant du café, à cette solitude dans une ville immense. Et elle réalisa que cette invisibilité avait été nécessaire. Elle avait appris l'humilité, l'observation, la patience. Ces qualités faisaient maintenant sa force. Son téléphone vibra. Un message de Malika accompagné d'une photo de son café bondé. Les mots simples disaient tout. « Merci de m'avoir vu ». Élise sourit à travers ses larmes. C'était exactement ce qu'elle avait ressenti 1 an et demi plus tôt, quand 10 milliardaires avaient enfin regardé au-delà de son uniforme de serveuse. Le soir tombait sur la Normandie. Élise rentra dans son manoir. Ce lieu qui était devenu bien plus qu'une simple propriété. C'était le symbole d'une seconde chance, la preuve qu'une vie pouvait basculer en quelques secondes, que le courage et la bonté étaient récompensés, que les rêves pouvaient devenir réalité. Elle avait sauvé 10 personnes d'une inondation. En retour, elle lui avait offert un manoir. Mais surtout, elle lui avait redonné les moyens de se sauver elle-même et d'aider d'autres à faire de même. Et c'était là le plus beau des cadeaux. Dans la cuisine, Marc préparait déjà le service du lendemain. Sophie vérifiait sa cave. Claire et Antoine dressèrent les tables avec soin. Le grenier vivait, respirait, rayonnait. Et au cœur de tout cela, une ancienne serveuse devenue restauratrice étoilée et philanthrope continuait de croire que chaque personne méritait d'être vue, reconnue et aidée à réaliser ses rêves. L'histoire qui avait commencé dans l'eau et la peur s'achevait dans la lumière et l'espoir. Et c'était parfait ainsi.